Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la subrogation personnelle. Et donc, sans plus attendre, on commence avec la définition de la subrogation personnelle. Qu'est-ce que la subrogation personnelle? La subrogation personnelle, c'est le mécanisme par lequel un tiers qui a payé la dette d'un débiteur, et donc ce tiers qui a payé la dette d'un débiteur, on l'appelle le subrogé. Et donc ce tiers, il va se substituer au créancier, qu'on appelle le subrogant, dans ses droits et actions contre le débiteur. Donc on va prendre un schéma pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, à la base, on a un lien d'obligation entre un débiteur et un créancier. Le débiteur a une dette envers le créancier. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a un tiers qui va débarquer. Ce tiers, on l'appelle le subrogé. Et donc, il y a un tiers qui va débouler et qui va payer au créancier la dette du débiteur. Donc, il y a un tiers qu'on appelle le subrogé qui va se dire « Allez, je paye la dette du débiteur ». Et suite à ce paiement, le créancier, il est alors désintéressé, il a obtenu son paiement, et donc, il va sortir du rapport d'obligation, et c'est le subrogé qui va prendre sa place dans le rapport d'obligation avec le débiteur. Donc le subrogé va récupérer la créance et va devenir créancier du débiteur, et le débiteur va devenir débiteur du subrogé. Ok? Donc finalement, la subrogation personnelle, c'est quand une personne paye à la place d'un débiteur et prend la place du créancier dans ses droits contre le débiteur. C'est quoi l'intérêt? Ça permet d'éviter que le tiers ne perde de l'argent. Parce que oui, le tiers, il a payé, mais puisqu'il récupère les droits du créancier subrogant, il pourra ensuite se faire rembourser par le débiteur. Voyons maintenant un exemple concret. Il faut savoir que le mécanisme de la subrogation personnelle, il est fréquent en matière d'assurance. Donc imaginons, on a une personne A qui est victime d'un dommage causé par B. Donc B doit réparer le dommage subi par A. B a donc une dette envers A. Et si l'assurance de A indemnise A, l'assurance de A pourra alors se retourner contre B pour récupérer les sommes versées. Et cette situation, c'est une subrogation personnelle. Dans cette situation, on a A qui est le créancier subrogant. Donc la victime du dommage, c'est le créancier subrogant. On a B qui est le débiteur. Et on a l'assurance de A qui est le subrogé. Et donc l'assurance de A va venir payer à A la dette de B. Et une fois ce paiement effectué, l'assurance de A va donc se substituer à A dans ses droits et actions contre B, va récupérer la créance dont A était titulaire à l'égard de B. C'est ça la subrogation personnelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes sources de la subrogation personnelle. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Mais juste avant, n'oubliez pas, si vous voulez réviser efficacement et si vous voulez bien comprendre cette matière difficile qu'est le régime général des obligations, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en régime général des obligations qui comprend 20 fiches de révision claires et synthétiques qui résument parfaitement et qui expliquent simplement le régime général des obligations. Donc si vous voulez avoir de bonnes notes dans cette matière, n'hésitez pas à télécharger ce pack de fiches qui va vraiment vous être très utile. On reprend donc avec les sources de la subrogation personnelle. Alors les sources de la subrogation personnelle,
c'est la question de savoir dans quelles hypothèses est-ce qu'il va y avoir subrogation personnelle. La subrogation personnelle, elle peut avoir lieu dans deux hypothèses. Première hypothèse, c'est ce qu'on appelle la subrogation légale. La subrogation légale, c'est celle qui a lieu automatiquement parce qu'elle est prévue par la loi. Effectivement, la loi prévoit certains cas où, lorsqu'un tiers paye la dette d'un débiteur, alors ce tiers est automatiquement subrogé dans les droits du créancier. Par exemple, la subrogation qui se produit en matière d'assurance, dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo, c'est une subrogation légale. C'est une subrogation qui intervient automatiquement parce qu'elle est prévue dans la loi. Donc ça, c'est la première hypothèse, la subrogation légale. Et puis, deuxième hypothèse, lorsque la subrogation n'est pas prévue par la loi, la subrogation, elle peut aussi avoir lieu par la volonté des parties. On parle alors de subrogation conventionnelle. Subrogation conventionnelle, c'est-à-dire que les parties vont se mettre d'accord pour réaliser une subrogation. C'est pour ça qu'on parle de subrogation conventionnelle, parce que cette hypothèse de subrogation, c'est une convention, c'est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord pour opérer une subrogation. Alors, en réalité, au sein de la subrogation conventionnelle, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs sous-catégories de subrogation conventionnelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas toutes les envisager parce que ce serait un petit peu trop long. Je vais me contenter de vous donner la principale hypothèse de subrogation conventionnelle, qui est la subrogation conventionnelle à l'initiative du créancier. La subrogation conventionnelle à l'initiative du créancier, c'est donc une convention entre le créancier subrogeant et le tiers subrogé. Concrètement, on a le créancier qui va recevoir son paiement non pas de la part de son débiteur, mais de la part d'un tiers. Et le créancier, il va alors décider de subroger ce tiers dans ses droits contre le débiteur. Donc le créancier et le tiers, ils vont conclure une convention pour que le tiers soit subrogé dans les droits du créancier vis-à-vis du débiteur. Et c'est cette convention qui opère subrogation. Ça, ce sont donc les sources de la subrogation personnelle. Et puis maintenant, il faut qu'on parle des effets de la subrogation personnelle. Alors, normalement, lorsqu'une personne paye une dette, l'obligation s'éteint. Mais la particularité du mécanisme de la subrogation personnelle, c'est que malgré le paiement, l'obligation n'est pas éteinte. L'obligation, elle continue à exister. En effet, la subrogation personnelle entraîne un transfert de la créance du patrimoine du créancier subrogeant vers le patrimoine du subrogé. Et le débiteur n'est donc pas libéré, il reste tenu de la dette, mais il est tenu non plus envers le créancier subrogeant, mais envers le subrogé. Donc la subrogation personnelle, finalement, c'est une opération qui ressemble à la cession de créance, à la différence que dans la subrogation personnelle, il y a un paiement de la dette, alors que dans la cession de créance, il n'y en a pas, la créance est simplement transférée à un tiers. Et puis, enfin, il faut qu'on dise un mot sur l'opposabilité de la subrogation personnelle, puisqu'effectivement, la subrogation personnelle n'est pas immédiatement opposable au débiteur. En effet, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, selon les termes de l'article 1346-5 du Code civil. Donc autrement dit, le débiteur, il doit être au courant de la subrogation pour qu'elle puisse lui être opposée. Et donc, deux possibilités. Soit il en prend acte, c'est-à-dire qu'il doit dire « Ok, je suis au courant qu'il y a eu subrogation ». Soit, deuxième possibilité, il faut lui notifier la subrogation, notification qui pourra se faire, par exemple, par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Et donc, c'est vraiment très important que le débiteur soit informé de la subrogation, soit qu'il en prenne acte,
soit qu'il en soit notifié, parce que s'il n'est pas informé, comme je vous l'ai dit, la subrogation ne lui sera pas opposable. Et donc, il pourra faire comme s'il n'y avait pas eu subrogation, il pourra faire comme si le créancier subrogeant était toujours son créancier. Et donc, pour se libérer, il pourra valablement payer le créancier subrogeant plutôt que le subrogé. En revanche, si le débiteur a bien été informé de la subrogation, à ce moment-là, la subrogation lui sera opposable, et donc pour se libérer, il ne pourra valablement payer que le subrogé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre en quoi consiste la subrogation personnelle. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.